Alors, Dominique, la première partie de l'Académie se termine et donc nous allons passer la parole à Corinne Vons qui va nous faire sa conférence sur les essais cliniques en chirurgie ambulatoire présentée par Xavier Martin. Bien, bonjour à tous, rebonjour. Donc on va parler de la chirurgie ambulatoire. Alors la chirurgie ambulatoire, on a dû s'y mettre tous, changer toute notre organisation. Au début, ça a été quand même une chirurgie qui a été un petit peu, c'était les bricoles qu'on faisait en chirurgie ambulatoire, et très vite, d'une part, aidé par les résultats, d'autres encore qu'il y avait quand même une réticence de la part de beaucoup de chirurgiens, aidé par les résultats, et puis aussi poussé par notre administration, on a dû mettre des interventions de plus en plus importantes, et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des interventions relativement importantes, ce qui a dû d'ailleurs obliger à senioriser de façon optimale les gens qui faisaient la chirurgie ambulatoire. Et ça n'a pas été sans mal d'organiser à la fois l'emploi du temps des chirurgiens qui ont des plages opératoires qui sont très limitées maintenant, plages opératoires dans les blocs de chirurgie conventionnelle, dans les blocs d'ambulatoire, plages de consultation aussi, parce qu'on a dû aussi un peu comme on utilise un bloc opératoire, modifier notre fonctionnement de consultation pour les rendre plus efficaces sur le plan de la logistique, pour optimiser un peu la logistique. Donc, c'est dans tout ce contexte qu'on a mis en place cette chirurgie ambulatoire. Et puis, on s'est rendu compte au départ qu'on a fait de la recherche sur la méthode chirurgie ambulatoire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, quels sont les freins, etc. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on peut aussi faire de la recherche scientifique classique, comme on faisait auparavant, que la chirurgie ambulatoire n'est pas obligatoirement un frein à la réalisation de travaux scientifiques. Alors, Corinne Vons, je vous remercie de nous faire part de votre expérience et je vous laisse la parole. Eh bien, merci, monsieur, pour cette présentation et cette introduction. Cher président, cher professeur Franco, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois pour vous parler de chirurgie ambulatoire et notamment des essais cliniques. Le développement de la chirurgie ambulatoire se poursuit en France, à mon goût encore trop lentement, et il s'étend pour des actes de plus en plus lourds, comme on vient de vous le dire. Cependant, certains encore mettent en doute la sécurité des patients après leur sortie de l'hôpital et en quelque sorte freinent son évolution. Alors, on ne connaît pas beaucoup la littérature sur la chirurgie ambulatoire. En préparant cette conférence, j'avoue que j'ai découvert moi aussi des articles dont j'ignorais l'existence. Et le but de cette présentation a été de vous montrer les résultats de tous les essais randomisés contrôlés publiés portant sur la chirurgie ambulatoire, et ils sont nombreux. Alors, on peut dire qu'il y a environ 5 domaines de travaux concernant la chirurgie ambulatoire. Premièrement, tous les essais qui ont comparé chirurgie ambulatoire à hospitalisation complète avec hébergement. Nous allons voir assez rapidement chacun de ces essais. Le premier a été publié en 2006 et concernait les anneaux de gastroplastie. 25 patients dans chaque groupe ont été comparés. Est-ce que je ne vois pas votre présentation? Veuillez m'excuser. Qui ne la voit pas? Pascal Bourret, en fait. À la technique, on ne voit pas votre présentation. Est-ce que vous avez partagé votre écran avec votre présentation préalable? Ah ben, c'est maintenant que vous me le dites. Eh oui. Veuillez m'excuser. C'est moi qui m'excuse. Oui, je suis allée un peu, j'ai foncé là. Voilà. Voilà, ça va mieux là. Voilà. Merci. Voilà, vous voulez que je recommence depuis le début? Non,
pouvez continuer, merci. Voilà, donc il y a eu 4 essais et 2 méta-analyses qui ont comparé chirurgie ambulatoire à hospitalisation complète. Donc la première en 2006 concerne les anneaux de gastroplastie. Il y avait 25 patients dans chaque groupe. C'était ambulatoire versus une nuit. Et le critère principal d'évaluation était les complications à 6 semaines. Vous voyez que les patients étaient identiques dans chacun des groupes. Et pour ce qui est des complications, il y en a eu 2 dans le groupe ambulatoire. Une nécrose du fondus en raison d'une hernie à travers l'anneau et une lésion de la cornée. Aucune dans le groupe hospitalisation d'une nuit, mais la différence n'était pas significative. Pour les autres variables évaluées, on peut dire que seule la douleur était significativement moindre après une chirurgie ambulatoire. La satisfaction des patients était en fait identique et les coûts étaient réduits avec la chirurgie ambulatoire. Alors, ce premier essai a montré que la pose d'anneaux de gastroplastie pour obésité morbide ne génère pas en ambulatoire plus de complications qu'une hospitalisation avec un hébergement d'une nuit. La douleur post-opératoire et les coûts sont diminués, mais il faut reconnaître que les effectifs réduits de cet essai, 25 versus 25, n'étaient pas très convaincants. Il y a eu ensuite en 2015, donc longtemps après, une méta-analyse sur la chirurgie de la cataracte faite par la Cochrane Collaboration et qui a rassemblé 2 études randomisées, une des USA, 250 patients, et une autre d'Espagne, 1034 patients, 935 patients au total. Les patients les 2 groupes étaient identiques. Et pour ce qui était du critère principal d'évaluation, à savoir l'acuité visuelle à 4 mois, il était identique dans les 2 groupes. La pression intraoculaire semblait moindre dans le groupe chirurgie ambulatoire, sans que l'on y donne une interprétation claire. Et puis, les coûts étaient diminués de 20%. Et les résultats de cette méta-analyse, il a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de mortalité et de morbidité entre chirurgie de la cataracte en ambulatoire ou en hospitalisation avec hébergement. En 2016, donc, vous voyez que ces études portent pratiquement sur toutes les spécialités, donc je crois l'urologie. Donc en 2016, cette étude sur le cancer du sein, donc avec chirurgie conservatrice et recherche d'un ganglion sentinelle, a randomisé 78 patients. Alors on voit d'emblée que dans le groupe ambulatoire, il y a pratiquement la moitié, plus de la moitié même, qui sont en fait restés une nuit. Eh bien, comme toujours, l'obstacle, encore dans certaines équipes, du curage, la fatigue quand le ganglion était positif, qui amenait à un drainage et donc à transformation entre chirambu et chiro conventionnel. Les résultats ont été de toute façon présentés en intention de traiter. Et la comparaison entre les 2 groupes n'a pas montré de différence significative en termes de réopération due à une complication entre les 2 groupes. Et donc là encore, toujours même réponse, cette chirurgie en ambulatoire n'entraîne pas plus de complications que lorsqu'on a fait un hébergement avec une nuit. Il y a une très importante méta-analyse qui a été publiée en 2017, qui a rassemblé 8 essais, soit 624 patients. Donc là, on commence à arriver à des gros chiffres. De la même façon, pas de différence significative pour la morbidité, mortalité de toute façon nulle dans les 2 groupes. On nous attend pourtant en tournant, on attend le premier mort en chirurgie ambulatoire, on l'attend toujours, mais c'est un peu ce qu'on nous fait miroiter. Ils ont aussi analysé les réadmissions à 30 jours, pas plus de réadmissions, même plutôt moins. La satisfaction des patients a été cette fois-ci significativement meilleure après la chirurgie ambulatoire. Et pour d'autres variables, la douleur, le temps pour retrouver une activité normale et les consultations imprévues, il n'y avait pas de différence entre les 2. Alors, les auteurs ont conclu que
une fois de plus, l'ambulatoire n'entraînait pas plus de complications. Seule la satisfaction était meilleure. Mais ils ont mis une grosse réserve, d'ailleurs qu'il faut apparaître dans le titre de leur publication. Ils ont montré les faiblesses méthodologiques des essais et donc ils ont conclu que l'on ne pouvait pas vraiment affirmer que la chirurgie ambulatoire apportait une sécurité identique à l'hospitalisation complète. Et bon, je n'ai vraiment pas le temps de reprendre toutes les biais qu'ils ont mis en avant, mais notamment le principal, vous voyez, à tout rouge, c'était l'absence de méthode à l'aveugle. C'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas dire au malade s'il allait être en ambu ou pas. Bon, prothèse totale de hanche en 2017. Vous voyez là, 220 patients multicentriques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les malades sont de plus en plus sélectionnés, mais pas dans le sens qu'on prend que les malades faciles, mais qu'on veut un certain nombre de critères pour être sûr que ça se passe bien. Et donc là, il ne fallait pas avoir de canne ni de chaise roulante, il ne fallait pas être addictif aux opioïdes et il fallait avoir une assistance à la maison après la sortie, et pas que pour la première nuit d'ailleurs, car on pourra reparler de cet accompagnant à la première nuit dont on se demande l'intérêt que pour la première nuit. Voilà. Ils avaient aussi un critère de sortie, ce qui est absolument nécessaire en chirurgie ambulatoire. Vous savez que le score de sortie de commun à toutes les unités, c'est le score de Shung. Donc, vous voyez ici les composantes. Et là, pour faire sortir les patients après une PTH, eh bien, il fallait qu'ils aient marché à plat 25 mètres, monté et descendu des escaliers s'ils en avaient chez eux, montrer qu'ils avaient compris les exercices à faire à domicile, être capable d'aller dans la baignoire, se relever de la position couchée du lit, et être capable de s'habiller et de faire les activités de base d'une journée banale. Donc 220 inclus. Alors là, comme toujours, il y a eu des gens qui n'ont pas eu le traitement prévu, mais il y en a autant dans les deux groupes et ils les ont de toute façon analysés en intention de traiter. Là, je vous montre, les deux groupes étaient identiques et notamment, vous voyez qu'il y avait quand même 20% des malades qui avaient des comorbidités. Hein, donc, la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas que pour les malades qui n'ont pas de comorbidité. Et voici alors juste une étude vraiment très fine, enfin et détaillée en termes de comparaison, puisqu'on vous parle de complications avec réopération, on vous parle des autres réadmissions, des consultations en urgence, des consultations en ville en urgence, tout ce dont on a peur, qu'on craint qu'il y ait une augmentation de cette population parce que les gens sont en ambulatoire. Et vous voyez qu'en fait, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. Et ils ont même évalué s'il y avait un travail supplémentaire pour les chirurgiens via des appels ou des emails. Eh bien, non, c'était la même chose dans les deux groupes. Et donc, ils ont conclu qu'encore une fois, pas plus de complications, de réadmission, de consultations d'urgence, ici de médecin traitant, et pas plus de charge de travail pour les chirurgiens. Alors, il y a une dernière étude qui a été publiée, elle date de 2018. Elle porte sur les hystérectomies par laparoscopie en ambulatoire. Là encore, quand même, 204 malades. On se retrouve toujours avec ceux qui n'ont pas pu sortir d'ambulatoire, qui, alors là, en raison de nausées et de douleurs. Vous savez que ça, c'est une question de savoir-faire et de réhabilitation améliorée après chirurgie qui permettent de limiter toutes ces éléments qui font qu'on n'a pas le critère de Shung à 9 sur 10 et qu'on ne peut pas sortir. Les deux groupes étaient identiques, aussi bien en intention de traiter qu'en per protocole, avec tous les détails aussi de leur comorbidité. Et pour ce qui était des complications post-opératoires, toujours en ITT, eh bien, vous voyez qu'elles ont été identiques dans les deux groupes. La seule différence, c'était la durée d'hospitalisation. Il y a autant de réopérations, autant de réhospitalisations, autant d'infections de parois, autant d'infections du moignon vaginal. Et il y a de la même façon, ils n'ont pas plus contacté leur médecin traitant pendant les 4 semaines qui ont suivi s'ils étaient en ambulatoire.
Alors, conclusion, ben, la même chose, pas plus de complications, réadmission, réopération, visite chez le médecin, traitement, entre ambulatoire et hospitalisation. Voici le résumé, simplement pour vous redire que tout est pareil, mais vous voyez bien que préfère avoir des effectifs importants pour montrer ces similitudes en fin de compte. Et donc, je conclurai pour cette partie de comparaison Chirambu, hospitalisation conventionnelle, que la sécurité semble être la même que celle avec hébergement d'une nuit. Mais en définitive, ce n'est pas très étonnant parce que le risque redouté en chirambulatoire, c'est qu'on ne fasse pas le diagnostic et le traitement rapide d'une complication après la sortie. Et qu'on ne voit pas pourquoi une nuit changerait le taux de complications. Il ne se passe jamais rien la première nuit. Vous savez bien tous que nos complications, en dehors de la complication hémorragique qui survient dans les premières heures, mais surviennent plusieurs jours après l'intervention. Donc peut-être que la critique, c'est d'avoir comparé ambulatoire et une nuit. Et vous savez qu'il y a pas mal de gens en France aussi qui voudraient nous faire dire qu'une nuit, c'est de l'ambulatoire. Et ben en fait, ça n'apporte rien de surveiller le malade une nuit. Il est mieux dans son lit et il ne se passe jamais rien la première nuit. Quoi. Mais je suis d'accord, mais c'est comme dans beaucoup d'essais randomisés publiés par ailleurs, jamais l'effectif de patients devait être inclus, n'a été calculé en fonction d'un critère principal d'évaluation. Et donc, cette absence de différence dans les deux groupes n'est pas très, très robuste. Je dois bien en convenir. Alors ensuite, il y a eu un essai pour comparer la prise en charge ambulatoire dans un centre indépendant. Vous savez qu'on n'a pas ça, on a quelques centres comme ça en France, mais enfin, ce n'est pas encore autorisé vraiment. Il y a des centres, des établissements où on ne fait que de la chirurgie ambulatoire. Comparé à la chirurgie ambulatoire intégrée à l'hospitalisation complémentaire avec hébergement qu'on appelle la chirurgie ambulatoire foraine. Et donc, dans cette étude sur les prothèses totales de genoux et de hanches, on a comparé leur capacité de sortir le soir même, qu'ils soient pris en charge dans un centre dédié ou dans une unité de chirurgie classique. Voilà, donc il y avait 50 patients en tout, donc 2 groupes par là, ce qui fait que vous voyez, il y avait 10 patients finalement dans chaque groupe à peu près. Ils avaient un score de sortie qui était identique. Les 4 groupes étaient identiques pour toutes les variables. Et en fait, dans cette étude, alors moi, elle me fait quand même plaisir, mais j'avoue que les effectifs ne sont pas terribles. Mais on voit bien, en tout cas pour la prothèse totale de genou, que quand on est en centre indépendant, quasiment tout le monde sort. Alors quand on est en forain, eh bien, il y a une bonne partie des malades qui restent hospitalisés et qui sont convertis. Alors, à l'inverse, pour la prothèse totale de hanche, tous sont sortis. Est-ce que la réhabilitation est plus facile après la hanche et que pour le genou, il n'y a pas de… c'est plus compliqué. Je suis pas orthopédiste et je ne pourrais pas répondre. En tout cas, ça va dans le sens de ce que nous, on défend à l'AFCA, à savoir le fait qu'il faut que les malades soient dans un centre séparé de la chirurgie conventionnelle pour une prise en charge de qualité et efficace. Voilà, et c'est ce qui est dit dans cette conclusion. Alors, il y a eu une étude française qui a évalué l'intérêt d'un contact préopératoire avec le patient pour diminuer les déprogrammations menée par notre ami Jean-Pierre Bétou, mais en fait par toutes les unités d'ambulatoire de la PHP. Il s'agissait ils avaient élaboré une checklist de questions posées par un appel téléphonique automatique, c'est-à-dire que c'était en fait une voix qui posait des questions aux malades entre 7 jours et 3 jours avant la programmation opératoire. Et on a regardé si dans le groupe de patients qui avaient reçu l'appel téléphonique avant le séjour hospitalier, il y avait moins de déprogrammation que dans l'autre. Vous savez qu'en chirurgie ambulatoire, on suit des critères de qualité
et notamment le taux de déprogrammation et le taux de conversion le soir sont deux taux qui doivent être l'un en dessous de 2% et l'autre en dessous de 1%. Et donc, c'est un critère de qualité important. Souvent, quand on le calcule, parce que même en conventionnel, on ne calcule pas, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans les 17%. Et donc, ils avaient calculé, là, cette fois-ci, le nombre de patients nécessaires. Et pour faire diminuer le taux de déprogrammation de 6%, il fallait 245 patients. Alors, voici un exemple, juste la première ligne de la checklist. On appelle le malade. Une voix lui dit avez-vous programmé une intervention en chirurgie dans les prochains jours? D'où confirmez-vous la date de cette intervention? Presse 1 pour oui, presse 2 pour non, 3 pour recommencer à entendre, et puis après, il faut confirmer en pressant 1, 2, etc. Enfin bref. Et il y avait comme ça quand même 7 questions où on demandait beaucoup de choses, aussi s'ils avaient complété les problèmes administratifs, si c'était des enfants, s'ils avaient un adulte. En fait, ils ont randomisé plus de 4000 patients, quand même une performance, avec toutes les unités que vous voyez ici. Il y a quand même 608 patients qui n'ont pas eu l'appel téléphonique, et on sait maintenant que l'appel téléphonique, c'est probablement une façon de contacter le malade qui est pas terrible. Les SMS sont beaucoup plus efficaces. Voici le bilan et les résultats. Eh bien, il n'y a eu aucune différence entre les deux groupes, qu'il y ait eu un appel téléphonique ou pas, en termes d'annulation tardive, d'annulation juste la veille de l'intervention, d'annulation le jour de l'intervention, et ils ont même regardé les conversions. Voilà. Donc, ils en ont conclu que probablement l'absence d'effet venait parce qu'il y avait une différence de pratique entre les 11 hôpitaux participants, c'est sûr, et qu'elle aurait dû être personnalisée. Je crois qu'on voit aussi les limites des études multicentriques où il y a autant d'hôpitaux participants. C'est vraiment pas facile à gérer et pas facile à surveiller et à homogénéiser. Cette étude a montré quand même qu'on était capable d'inclure en quelques mois 4000 patients à Paris pour un sujet sur la chirurgie ambulatoire. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des essais randomisés sur la gestion de la continuité des soins après la sortie des patients. Vous savez qu'en chirurgie ambulatoire, il ne suffit pas de parvenir à rendre le patient apte à rentrer à son domicile le même jour de son intervention. Ce n'est pas le seul défi. Ce qu'il faut, c'est de savoir gérer les complications post-opératoires et les autres problèmes potentiels qui peuvent survenir une fois que les patients sont chez eux, c'est-à-dire le soir même. Et avec le développement de la chirurgie ambulatoire, il y a eu des réflexions sur des nouveaux outils pour assurer de la continuité des soins. Principalement des applications pour téléphone portable. Donc, voici 3 essais randomisés. Donc, dans la première étude, on a évalué l'intérêt de cette application mobile sur les visites imprévues après chirurgie ambulatoire. Donc, c'était 70 patients qui avaient une reconstruction du sein. Et on a comparé suivi via l'application mobile au suivi habituel dans les 30 premiers jours post-opératoires. Le suivi en personne, ils étaient vus à 7 jours et à 4 semaines. Avec l'application, il n'y avait pas de suivi en personne. Les visites étaient remplacées par un examen du site chirurgical en envoyant une photo grâce à son mobile. Le suivi, la douleur et de la qualité du rétablissement a été fait par un questionnaire en 9 points. Et ça a été fait tous les jours pendant 2 semaines et ensuite une fois par semaine pendant 15 jours. Et le critère d'évaluation, c'était le nombre de consultations post-opératoires imprévues. C'est-à-dire, en fait, le malade qui ne sait pas qui n'a pas de repère, qui est tout seul. C'est ce qu'on nous invoque souvent pour dire le problème de la chirurgie ambulatoire. Et c'est vrai que si ce n'est pas géré à l'avance, ça peut être un problème. Et donc, toute consultation, spécialiste, médecin traitant, et celle-ci pour 30 jours. Et bien, le résultat, c'est qu'en effet, ceux qui avaient l'application, 34 patients, avaient moins de complications imprévues
Et alors que 3 étaient allés aux urgences dans ce groupe, là, ils n'avaient jamais été aux urgences. Cet écart a été maintenu 3 mois et donc les auteurs ont conclu qu'il y avait bien un effet de l'application pour diminuer le nombre des consultations imprévues. Alors ensuite, il y a cette énorme étude, vous voyez, 1027 patients, qui a été publiée par les Suédois. Ils ont fait l'étude et après, ils ont sorti 3 papiers, encore pour évaluer l'intérêt d'une application mobile. Donc, ils ont comparé avec le groupe, entre les deux groupes, le rétablissement post-opératoire, qui était mesuré avec un score, qu'on ait ou pas l'application mobile, en sachant que 80% des gens ont accès à un smartphone en Suède. Alors, aucun changement n'était apporté. Et tous les patients avaient, comme en France, un numéro de téléphone d'assistance où ils pouvaient poser des questions. Et le critère d'évaluation a été la récupération post-opératoire à l'aide d'un score international validé qu'ils avaient traduit en suédois. Et les participants du groupe application répondaient tous les jours à un questionnaire pour évaluer leur récupération. Et ceux du groupe témoin devaient remplir un questionnaire manuellement qu'ils devaient renvoyer à J7 et J14 dans une enveloppe prépayée. On voit ici un peu, donc toujours avec, c'est quand même ce volume important de patients. C'était tout type de chirurgie, et d'ailleurs principalement de l'orthopédie. Alors, je vous fais grâce de tous les signes, tous les variables qui montrent qu'on récupère bien, mais je peux vous confirmer que dans le groupe application, la récupération a été meilleure au 7e et au 14e jour dans le groupe application mobile, et que même la douleur sur la cicatrice a été diminuée dans le groupe qui avait qui était suivie par une application mobile. Donc, ils ont conclu que l'évaluation systématique, alors est-ce que ça a un effet aussi psychologique? En tout cas, ça améliore la qualité du rétablissement. Les gens sont très satisfaits. On peut trouver que les données elles pourraient être aussi recueillies pour identifier des complications post-opératoires. Et en fait, le deuxième papier qui a été fait à partir de cette étude randomisée suédoise concerne en fait la question qui était posée aux malades à la fin du grand questionnaire pour évaluer le rétablissement. Il était posé une question: voulez-vous être contacté par une infirmière? Et donc, il y a eu 84 patients qui ont demandé qu'on les rappelle dans le groupe de ceux qui avaient la possibilité. Plus souvent, ils avaient eu une anesthésie générale que loco-régionale ou locale, sinon c'était le même type de chirurgie. Et vous voyez, ce qui est très intéressant et qui a déjà été montré dans des études, mais pas dans des essais randomisés, mais dans d'autres études, c'est qu'en fait, la préoccupation principale des patients à la sortie, c'est la cicatrice. Là, plus de 50% des appels étaient pour ça coule, ça goutte, ça suinte, ça saigne, c'est un peu gros, ça a une autre couleur. Donc ça, c'est un vrai problème de cause de questionnement des patients qu'il faut régler, parce qu'en fait, ils vont souvent voir le médecin traitant pour se faire. Et alors, nous sommes responsables de la continuité des soins. Et puis, le reste, presque, parce qu'après, il n'y avait presque pas grand-chose, c'était la douleur et les antalgiques. Là aussi, c'est un sujet. Alors là, vous voyez le nombre d'appels de patients qu'ils ont rappelés selon les jours post-opératoires. Et en tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation de la fréquence des contacts avec les malades, mais ils ont trouvé que c'était bien de laisser le patient prendre la décision de savoir si et quand il a besoin d'un contact et d'un soutien post-opératoire. Alors, dernier essai, vous avez dû sans doute entendre parler de la prise en charge centrée sur le patient, de l'expérience patient, très, très en vogue. Et donc, ces auteurs vont évaluer l'effet d'une prise en charge empathique centrée sur le patient sur l'anxiété en chirurgie ambulatoire.
Donc, qu'est-ce que c'est centré sur le patient? Je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est long, mais c'est encourager les gens à exprimer leurs sentiments, leur fournir un soutien psychologique et de l'information adaptée. Et il faut répondre aux questions de manière calme, positive, confiante, dans un climat d'intimité, de préoccupation, avec une attitude non critique et respectueuse. C'est toute une façon de communiquer. C'est pas très loin de l'hypnose, mais c'est vrai que c'est encore plus important en chirurgie ambulatoire où on donne plus de prémédication. Donc, le malade, il faut pas qu'il soit anxieux. Et puis, un malade ne doit pas sortir anxieux de chirurgie ambulatoire. Donc, il faut vraiment établir une communication. Donc, ils ont randomisé en 2 groupes, ceux qui avaient l'éducation habituelle et ceux qui avaient une consultation infirmière avec cette notion de centrer sur le patient et ont été évalués l'anxiété à plusieurs moments avant, après, juste avant l'intervention, après l'intervention et un peu plus loin. Voilà les 2 groupes, un groupe là, un groupe là, un groupe contrôle. Et en fait, il a été montré qu'il y avait une diminution de l'anxiété avec un petit P significatif à tous les moments. Donc, voilà une approche empathique centrée sur le patient lors d'une consultation préopératoire infirmière en chirurgie ambulatoire réduit considérablement l'anxiété des patients. Alors, moi, je conclurais, avec de toute cette présentation, je suis désolée, un peu longue et un peu ardue parce que c'est des études randomisées, contrôlées et que c'est un peu lourd, c'est d'ailleurs très lourd à faire. On peut dire que ces essais montrent de façon relativement robuste quand même que pour plusieurs actes, dont certains complexes, la prise en charge ambulatoire n'augmente pas le taux de complications, et d'ailleurs on ne voit pas pourquoi. Peut-être leur gravité ou leur retard, mais le taux lui-même, on ne voit pas pourquoi ça changerait. De réadmission, ça c'est important, de réopération et même de consultation aux urgences où c'est le médecin traitant. Tout ça, ça devrait être suivi et vous savez que dans beaucoup de pays, ces données de réhospi, réopération, médecin, tout ça à 30 jours sont suivies grâce à leur système de codage, alors qu'en France, on n'a pas la possibilité, alors qu'on code, d'avoir ce retour sur justement les réadmissions et les réopérations à 30 jours après chirurgie ambulatoire, alors que les malades sont codés. Donc, c'est une des batailles que nous avons parce que c'est beau d'augmenter les taux de chirurgie ambulatoire. Si on ne vérifie pas que les malades reviennent tous dans les 30 jours, en tout cas, si on ne peut pas le montrer, eh bien, on ne sera pas crédible pour dire que c'est en toute sécurité et avec une qualité et une sécurité des soins. Et puis, le fait que le patient soit seul chez lui pendant sa récupération au moment de la survenue potentielle de complications ou simplement de questionnement a incité en chirurgie ambulatoire à innover et à mettre en place des outils modernes plutôt que de refaire l'hôpital à la maison, ceux qui prescrivent l'infirmière tous les jours pour faire coup de tension, température 3 fois par jour, ou alors d'avoir carrément retour à l'HAD. Voilà, c'est ainsi. Il y a des applications mobiles qui ont été développées en France aussi, il y en a beaucoup, pour permettre au patient de garder le contact avec l'établissement où il a été opéré et se faire rappeler s'il souhaite. Et ça semble améliorer la récupération et ça permet de répondre au coup par coup à leurs questions, sachant que les questions portent à plus de 50% simplement sur leur cicatrice, mais aussi la gestion de leur douleur. Cette optimisation de la prise en charge des patients sont tout à fait transposables à la chirurgie avec hospitalisation et hébergement. La chirurgie ambulatoire vraiment est un mode de prise en charge qui tire toute la chirurgie vers le haut. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Corinne. On est juste à l'heure. Peut-être le temps pour une question, mais avec une réponse de moins d'1 minute. Non. Bon. Je crois que vous êtes mort, c'est dur. Non, moi j'avais par rapport à ces appels téléphoniques, on avait fait une séance à l'académie où on avait vu des dispositifs, c'est au-delà de l'appel téléphonique, c'est des dispositifs qui peuvent surveiller certains paramètres
de tension, de pouls, de couleur des urines ou de choses comme ça. Donc, on a amélioré encore cette situation. Mais J'ai l'impression. je suis désolée, mais vraiment pour moi, tout ça, c'est du bluff, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire plus qu'on en fait quand ils sont hospitalisés, parce que bientôt, ils vont vouloir une caméra dans leur chambre à la maison. Ouais. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Le patient est acteur et donc il faut lui donner la possibilité d'appeler si on veut, si on l'a bien informé des complications, des signes d'alerte et tout, il y a tout ça. Donc, il faut passer à une autre forme de continuité des soins et pas refaire à l'hôpital à la domicile. Parce que si vous lui mettez il n'y a même pas, je sais, ils veulent même mettre des oxymètres au doigt à la maison. On n'a même pas ça à l'hôpital. D'accord. C'est plus quoi. On peut poser une question. Oui, on avait dit vraiment il faut limiter au maximum parce que là, on va être en retard. Ah bon. Je suis désolé. Je voulais poser une question, mais simplement, est-ce que vous pensez que finalement, l'ambulatoire, il dépend autant des chirurgiens que du patient? Les patients ont envie d'avoir l'ambulatoire, mais c'est souvent le chirurgien qui est réticent. Hélas. Alors, je pense que le malade arrive peut-être avec l'envie, surtout en ce moment avec la Covid, et que peut-être parfois il sort de consultation parce que le chirurgien n'est pas convaincu et donc c'est lui qui lui fait peur, malheureusement. Mais je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on ait nos chiffres de réadmission à 30 jours. Après chirambulatoire, là vraiment on essaye de faire en force avec la Haute Autorité de Santé et la CNAM et la DGOS, qu'on pourra montrer qu'il n'y a pas plus de réadmission à 30 jours et que donc c'est pareil, eh bien, et les chiffres, on peut les avoir. C'est ça qui est quand même dommage. Là, on attend l'accident quasiment pour dire du mal. Notre génération a peur, mais ils ne savent pas de quoi ils ont peur en fin de compte. Bien, merci beaucoup.